y a un siècle et demi, Jules Verne avait imaginé et décrit dans son voyage au centre de la Terre une grotte fabuleuse, emplie de cristaux géants translucides. Jamais une telle grotte n'avait été vue sur aucun continent. Ceci est l'histoire de la découverte extraordinaire d'une grotte bien réelle, plus brillante encore que celle rêvée par Jules Verne. Et c'est aussi l'histoire d'une course contre le temps, car sitôt découverte, elle est menacée de disparaître pour toujours. Au nord du Mexique, dans le désert de Chihuahua, se trouve une montagne aride et inhospitalière, la Sierra de Naica, un lieu excentrique de la planète. Sous cette montagne massive, des hommes sont descendus à plus de 800 mètres de profondeur dans les entrailles de la Terre. Ici se trouve une mine de plomb, de zinc et d'argent, une des plus riches de la planète. Les hommes travaillent dans une atmosphère suffocante due à la chaleur et à l'humidité. Une eau à 58 degrés suinte et jaillit de partout. C'est en perçant une nouvelle galerie que deux mineurs, les frères Delgado, découvrent par hasard en l'an 2000, à 290 mètres sous terre, la grotte fabuleuse. Jusque-là, les plus grands cristaux connus avaient tout au plus la taille d'un homme. Personne n'aurait pu imaginer qu'ils pouvaient atteindre, comme ici à Naica, 13 mètres de longueur. La taille d'un immeuble de 3 étages. La grotte est éloignée des veines exploitées de la mine. C'est une géode énorme, de plus de 20 mètres de haut. La combinaison de chaleur et d'humidité font qu'un homme ne peut y survivre que quelques minutes. C'est à Trévise, en Italie, que le physicien Giovanni Badino, expert en climatologie souterraine à l'université de Turin et membre de l'association de spéléologie La Venta, a pris en charge ce problème vital. Le problème dans la grotte des cristaux, c'est la chaleur très élevée qui pénètre dans le corps. L'indice humidex permet de mesurer cette sensation de chaleur. À l'intérieur de la grotte, il fait environ 46 degrés. Si le taux d'humidité était très faible, ce serait supportable. Mais il est extrêmement élevé, autour des 95%. Cela nous donne un indice humidex de 100, soit 2 fois l'indice mortel. Fort de son expérience de spéléologue, Giovanni Badino invente un costume de survie, ingénieux par sa simplicité, adapté à la chaleur de la grotte. On doit fabriquer une combinaison qui absorbe la chaleur, et l'eau est de loin la substance la plus efficace. Elle absorbe une quantité très élevée de chaleur et la température devient raisonnable. Elle atteint 0 degré, ce qui n'est pas trop froid. Tullio Bernabei, Giovanni Badino, le professeur Paolo Forti et toute l'équipe de la Venta arrivent au Mexique en janvier 2006 pour vérifier l'efficacité de leur costume de glace et du respirateur à air réfrigéré qu'ils ont patiemment mis au point depuis plusieurs mois.
Le village de Naïka est un oasis artificiel au beau milieu du désert et qui n'existe que par et pour la mine. Les explorateurs ne font que croiser. À la descente ou à la remonte, ces hommes qui, chaque jour, vont gagner leur vie à près d'1 kilomètre sous terre. Si profondément qu'ils sont obligés de travailler en se relayant toutes les 2 heures, car leurs corps ne peuvent résister aux conditions extrêmes de cette mine, l'une des plus profondes du monde. L'accès à la grotte aux cristaux géants se trouve 600 mètres plus haut. Un sas en plexiglas permet de conserver son atmosphère si particulière en évitant les variations de température qui risqueraient de modifier son équilibre. Cela fait déjà des années que, sans le savoir, et avant même de connaître l'existence de cette grotte, les hommes ont modifié son environnement. En pompant l'eau qui la baignait, ils ont arrêté son évolution naturelle. Les cristaux se sont formés dans des grottes remplies d'une eau chargée en minéraux. La précipitation s'est effectuée lentement dans un environnement clos, sous l'eau. Sous la montagne de Naïka, la nappe phréatique n'est qu'à 170 mètres de la surface. Du fait de l'exploitation minière, nous avons provoqué une diminution du niveau de la nappe phréatique, qui, d'une centaine de mètres sous la surface, est descendue à environ 300 mètres. C'est comme ça que nous avons découvert les grottes. Actuellement, nous sommes en train de pomper 60 000 litres par minute. Sans les travaux liés à l'exploitation de la mine, nous n'aurions jamais su que ces grottes existaient. À front de taille, des hommes travaillent, creusent des galeries, suivent les veines de minerais qui les entraînent toujours plus profondément dans les entrailles de la terre. Le jour où les veines seront épuisées, ou lorsque l'exploitation ne sera plus rentable, la mine fermera et les pompes s'arrêteront. Alors, l'eau reprendra ses droits et remontera inexorablement. Et c'est l'eau, sous forme de glace, qui est l'élément réfrigérant du respirateur qui va permettre à Tullio Bernabei et Giovanni Badino d'aller plus loin dans cet enchevêtrement de cristaux coupants. Alors? On continue? Hein? On continue? Non. Tullio, éclaire de l'autre côté. Pardon? Ça fait 40 minutes. Je te contacte toutes les 5 minutes, d'accord? Il a un problème avec l'oxygène. Il sort? Oui. Salut. Super. Ça marche. Ça fonctionne très bien, non? Bravo. Plus ou moins. Plus ou moins? Elle est splendide. Aussi belle que les plus belles grottes de glace. Mais dans des températures différentes. C'est l'extrême inverse. Grâce aux costumes et aux respirateurs, les 2 hommes ont pu rester près de 50 minutes dans l'atmosphère mortelle de la grotte. Mais cet équipement a ses limites. En moins d'1 heure, la glace est devenue eau chaude. 31. 31,8.
33. C'était limite. C'était limite. Dans la grotte des cristaux, le taux d'humidité est si élevé qu'il enraye les mécanismes internes de régulation de la température. Privé de ces régulateurs, notre température corporelle s'emballe et s'élève jusqu'à provoquer ce qu'on appelle le coup de chaleur. Cette surchauffe peut se révéler irréversible, voire fatale dans certains cas. 38. Ça me fait rager d'être limité dans le temps. D'être limité physiquement. Je sens que mon corps s'affaiblit et qu'il faut que je sorte. Autrement, je resterai volontiers là-dedans. Au plus profond de l'enfer, les damnés sont pris dans la glace. Et l'endroit où leur corps est entièrement enseveli s'appelle Ptoloméa. Tel est le privilège de Ptoloméa, a écrit Dante. La combinaison que j'ai conçue est faite de glace, et c'est grâce à elle qu'on survit. Je l'ai donc appelé Ptoloméa. C'était le nom qui convenait. Les tests avec combinaison et matériel respiratoire ont donné de bons résultats. On peut y aller. On peut commencer l'exploration scientifique de cette grotte, même si elle est difficile, dangereuse, voire mortelle. On sera très prudent. Ce n'est que maintenant qu'avec Tony et Gonzalo, nous démarrons vraiment le projet Naïka, qui nous permettra de faire découvrir cette grotte au monde entier. Une pensée ne nous a plus quittés depuis le jour de notre arrivée à Naïka. La conviction que cet endroit va disparaître. Dans la mine, ils pompent 1000 litres à la seconde, à 1000 mètres de profondeur. Ça entraîne des frais d'électricité, d'entretien, d'infrastructures extrêmement élevés. Et c'est évident que les exploitants se remboursent avec le produit de la mine. Mais un jour, les filons seront épuisés. On a eu cette chance extraordinaire d'entrer dans la grotte, de l'admirer, d'en ressortir, de raconter au monde ce qu'on avait vu, avant de la laisser mourir tranquillement. Le projet Naïka associe des spéléologues, des scientifiques et des professionnels de l'image. Ensemble, ils doivent explorer, comprendre et documenter la grotte avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. La grotte est gigantesque, on dirait une cathédrale. C'est un espace magnifique, de 150 à 200 mètres de large, de 300 mètres de profondeur et de près de 100 de hauteur. C'est saisissant. Encore faut-il pouvoir le voir. Parce qu'il y fait nuit noire, on a dû éclairer l'espace, le remplir de lumière. Et là, on s'est confronté à un deuxième problème. Comme il y a des cristaux partout, la lumière se réfléchit et l'endroit se transforme en une véritable salle des miroirs. Il fallait donc un éclairage puissant, réparti en plusieurs points lumineux. Mais certains endroits de la grotte sont totalement inaccessibles. Et très vite, on s'est retrouvé dans une impasse.
J'ai commencé à m'intéresser aux cristaux, aux minéraux en général, à l'âge de 8 ans. Et j'ai énormément d'ouvrages où figurent des cristaux immenses, hauts de 50 cm, ou même d'1 mètre. Tout est dit. Des spécimens comme ceux des grottes de Naïka n'existent que dans les livres de Jules Verne, dans Le Voyage au centre de la Terre. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ces jets de feu sous tous les angles. Et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en 1000 éblouissements. En tant que scientifique, je ne pensais pas qu'il puisse réellement exister. Que Jules Verne ait vu aussi juste, qu'il ait pu prévoir jusqu'à cette grotte avec ses cristaux de 13 mètres. 13 mètres, c'est la taille d'un grand arbre. Le professeur Paolo Forti, un des principaux membres du groupe La Venta, cristallographe renommé de l'Université de Bologne, connaît sur le bout des doigts la fabuleuse histoire du gypse. Depuis toujours, le cristal fascine les hommes par sa transparence, par sa perfection, et ils l'ont associé au froid, à la glace. Les Grecs ont été les premiers à l'appeler krustallos, c'est-à-dire glace pétrifiée. Mais c'est au siècle des Lumières que le cristal est devenu un objet de science. Quelques années avant la Révolution française, l'abbé René Juste Haüy, chercheur passionné et père de la cristallographie moderne, a découvert que les parties d'un cristal qui se brisent forment toujours le même angle. C'est-à-dire que la structure interne d'un cristal est périodique. À partir de là, il a pu ébaucher les premières théories sur la constitution interne de cette matière si étrange. Le cristal de Naïka est formé de sulfate de calcium hydraté. C'est du gypse. C'est-à-dire qu'il est fait de la même matière que du simple plâtre. Mais ces molécules sont agencées de façon si ordonnée qu'il est transparent et laisse passer la lumière. C'est ce qu'on appelle un monocristal. Cette montagne de Naïka est comme un organisme vivant qui a des échanges avec l'extérieur. L'eau des pluies pénètre par les fissures, les failles et emplit tout un réseau d'artères et de vaisseaux. Elle descend si profondément qu'elle atteint presque le magma, s'échauffe et remonte jusqu'à la nappe phréatique. L'eau chaude dissout le calcaire et se charge de carbonate de calcium. Comment l'eau peut-elle déposer de la matière? Eh bien, c'est parce qu'elle est sursaturée. Ce qui veut dire qu'elle contient en solution plus de matière que les lois de la chimie ne l'y autorisent. Par conséquent, cette matière doit précipiter. Dans des conditions normales, ce phénomène de sursaturation provoque une précipitation rapide, donc des cristaux tout petits. Que s'est-il passé à Naïka? Les conditions physiques, chimiques de l'eau et du milieu ont été si constantes pendant si longtemps que les cristaux ont eu le temps de se développer dans les meilleures conditions possibles. Cela explique leur gigantisme. C'est un phénomène unique au monde. Nulle part ailleurs sur la planète, on a trouvé des cristaux de 12-13 mètres de long. Toutes ces structures, on dirait des forêts en vie, à croissance extrêmement lente, mais bien vivante. Voilà l'impression que ça donne. Petit à petit, on s'adapte. On comprend mieux quoi faire. On comprend mieux comment ne rien altérer, mais aussi où on a pu abîmer des choses.
Nos études ont donné des résultats étonnants. La première conclusion, c'est que la grotte se rafraîchit. Sa température baisse d'environ 0,5 degré chaque année. L'autre découverte très surprenante, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est que la grotte est déjà en contact thermique avec l'atmosphère. On observe des variations entre le jour et la nuit. Elle est un peu plus chaude pendant la journée et un peu plus froide pendant la nuit. Cette situation pose un vrai problème. Parce que si cette grotte est née, a grandi, s'est formée de cette manière, c'est précisément parce qu'elle n'appartient pas au monde extérieur, mais à celui des profondeurs. Les Mexicains du projet NAICA ont pris l'initiative de créer un musée qui garderait vivante la mémoire des mineurs et de leurs familles. Chacun y a apporté ses souvenirs, les traces de l'histoire du village et de ses habitants, dont le destin et la survie sont liés à la mine depuis ses origines. L'exploitation minière dans ce désert a tout d'abord été une activité de pionnier, intermittente tout au long du XIXe siècle à cause du manque d'eau. Au début du XXe, le village se transforme au fur et à mesure de la croissance de la mine qui devient rapidement l'une des plus productives d'Amérique. Mais le village, lui, ne se développe guère. Pendant longtemps, c'est le même train qui transportait le minerai à la gare de Conchos et qui, au retour, rapportait l'eau et les vivres. Aujourd'hui, le village vivote, accroché à cette montagne où des cavernes étranges, d'immenses géodes, cachent des cristaux géants que la plupart de ses habitants ne connaissent pas. Il y a 4 grottes à Naïka. La toute première à avoir été découverte est Las Espadas, la grotte des épées. Ensuite, on a trouvé la grotte des cristaux, puis celle Oro de la Reina, l'œil de la reine, et enfin Las Velas, la grotte des chandelles. En théorie, dans la mesure où il s'agit d'un système fermé, où on a une nappe d'eau parfaitement statique, ces 4 grottes devraient être identiques, présenter exactement les mêmes caractéristiques. Or, ce n'est pas du tout le cas. La première grotte, découverte en 1910 à 120 mètres de profondeur, était la Cueva de las Espadas, la grotte des épées. Pendant presque un siècle, ces cristaux de sélénite, atteignant parfois 1,5 mètre de longueur, ont été considérés comme les plus grands au monde. Comment se fait-il que dans 2 grottes relativement voisines, les cristaux se soient développés si différemment ? La grotte des épées se trouve 170 mètres plus haut que les autres. Elle est donc plus près de la surface terrestre. Et surtout, elle a toujours été très proche de la surface de la nappe phréatique qui a donné naissance aux cristaux. Mais cette proximité même avec l'extérieur l'a rendue vulnérable aux variations climatiques. Ce sont donc la variation du niveau de la nappe phréatique et les variations climatiques qui ont produit des cristaux si différents les uns des autres. Les cristaux de la grotte des épées ne sont ni les plus beaux ni les plus grands, mais ceux qui présentent le plus de défauts. Or, pour nous qui étudions ces formations, les défauts sont essentiels. La perfection ne nous apprend rien. Ce sont les imperfections qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé.
En mai 2007, Paolo Forti fait appel à Stein Erik Lauritzen, géologue norvégien spécialiste de la datation des roches. Le but de ma présence ici est de déterminer l'âge des cristaux. D'une part, parce que le public est curieux de le connaître, et d'autre part, pour la communauté scientifique, pouvoir se situer dans le temps est essentiel. Il est exceptionnel de pouvoir observer des cristaux aussi rapidement après leur formation. On sait que leur surface externe date de l'époque où la grotte a été vidée de son eau. On connaît l'année exacte et à partir de là, on peut remonter dans le temps. La grotte s'est vidée de son eau il y a exactement 20 ans. Une durée infime comparée au temps géologique. Naika est donc un lieu exceptionnel pour les scientifiques. Ces cristaux viennent tout juste d'arrêter leur croissance, ce qui facilite grandement leur datation. La datation est effectuée selon la technique appelée uranium-thorium. C'est-à-dire que l'on analyse les minuscules concentrations d'uranium et de thorium contenus dans le gypse. Ces éléments changent avec le temps. C'est comme si une horloge radioactive était emprisonnée dans les cristaux. On est en train de découper un morceau de cristal. Avec ça, on pourrait effectuer une datation en plusieurs points. C'est lourd. Bien. Si on avait découvert cette grotte, non pas aujourd'hui, mais dans 1 ou 2 millions d'années, elle ne nous aurait probablement fait aucun effet. On aurait juste dit, tiens, il y a 20 mètres de gypse massif au milieu du calcaire, parce qu'elle se serait complètement remplie de gypse. Ce ne serait plus une grotte. Les cristaux géants auraient tellement poussé qu'ils auraient fini par ne faire plus qu'un. Si bien qu'au final, on n'aurait vu qu'un banal dépôt de gypse. Beau et transparent, certes, mais qui ne nous aurait pas émus comme la vision de ces immenses cristaux. Paolo Forti a installé une sorte de laboratoire expérimental dans une petite caverne, dans les profondeurs de la mine, à 550 mètres sous terre. Il l'a appelé son enfer. Là, il cherche à recréer les conditions mêmes qui ont permis la genèse des cristaux. Eau thermale, température et stabilité. Si les hypothèses sont exactes, il doit pouvoir constater que les cristaux qui l'immergent vont se développer de nouveau. Pour Jules Verne, s'enfoncer à l'intérieur de la Terre revenait à remonter le temps vers les origines de la planète. Mais tout aventurier des profondeurs a le sentiment de sa propre solitude. La caverne de Naika est comme une matrice qui nous rapproche des origines, mais qui peut devenir aussi à tout moment un caveau. Une belle façon de mourir, comme dit Giovanni Badino. Ce que j'ai appris, par exemple, qu'il faut se déplacer autrement,
qu'il faut bien calculer le moindre pas et avancer très lentement, en regardant où on met les pieds, au sens propre de l'expression. Il y a 2 ans, en avril 2006, alors qu'on était encore plus ou moins en phase d'exploration, j'ai vu un passage que je n'avais pas remarqué auparavant, entre 2 grands cristaux. J'ai décidé d'y aller. Erreur. Je n'oublierai jamais ce bruit d'appareil électrique qui s'éteint. Comme la vie elle-même. J'ai eu peur. Une peur panique. J'avais la bouche en feu, je voulais arracher le masque et respirer. Je n'avais plus de force. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Je savais qu'en respirant cet air, je remplirais mes poumons d'eau et que je perdrais connaissance. Au début, j'attendais de m'évanouir. J'attendais de fermer les yeux. Je ne voyais pas d'issue, je n'avais aucun espoir. J'ai pensé à ma famille, bien sûr. Je me sentais seul, tout seul et loin du monde, infiniment loin. Mon visage était comme un masque brûlant. Je me rappelle que j'ai senti mes larmes parce qu'elles étaient plus fraîches. Et puis je suis reparti, j'ai avancé lentement en prenant appui sur les cristaux et j'ai réussi à ressortir. Dehors, les autres ont vu tout de suite que ça n'allait pas. Je ne sais pas quelle température je pouvais avoir, au moins 39 ou 40, ce qui est dangereux d'après le médecin. Et puis je suis retourné au campement et je me suis effondré. Mais j'étais en vie. Quand il y a une explosion dans la mine, une dizaine de secondes plus tard, on a un coup de vent. Ça veut dire que la mine et la grotte sont reliées, que cette géode se prolonge. 10 secondes, ça représente 3500 mètres de galerie. Une partie doit appartenir à la mine, mais pas tout. La grotte se prolongerait sur quelques centaines de mètres? Je suis désemparé. Mais finalement, c'est toujours comme ça, les grottes. On rêve toujours d'une grotte fermée, on en cherche le fond, comme un apaisement, une fin. Oui. Et elle s'obstine à ne jamais se terminer. Ça fait belle lurette qu'on sait qu'elle ne finit jamais. Faire la cartographie de la grotte n'a pas été une mince affaire. Chaque exploration la modifie, la précise. Les robots photographient image par image. Les ordinateurs mesurent et recréent cet espace obscur. Pour les spéléologues, il est évident que d'autres cavités prolongent la grotte et qu'il faut aller y voir. Paolo Forti, le passionné des cristaux, est arrivé à la même conclusion à partir de sa dernière découverte. On sait maintenant que les cristaux peuvent contenir des pollens. Ce sont ces petites choses rondes qu'on voit là, sauf qu'elles ne bougent pas. Dans cet enfer d'eau chaude enfoui dans les entrailles de la Terre, arrive le pollen d'un arbre. Et ce pollen, aujourd'hui, nous permet de dire, il y a 70 000, 80 000 ou 200 000 ans, alors qu'aucun homme ne foulait le sol de Naïka, poussait ici un chêne, un pin, telle plante. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est ce que nous apprennent les pollens. On a aussi trouvé dans les cristaux ce qu'on appelle en jargon technique des inclusions solides, c'est-à-dire des masses essentiellement d'oxyde de fer et de manganèse.
Et en les observant au microscope électronique, on a découvert que ces masses étaient en réalité un ensemble, un tissu de structures biologiques. Jusqu'ici, la grotte avait été considérée comme un milieu absolument fermé sur l'extérieur. C'était même là ce qui expliquait en partie le phénomène. Ces inclusions et ce pollen niché dans les cristaux sont une surprise et semblent tout remettre en cause. Pour éclaircir ce mystère, Paolo Forti fait appel en 2007 à l'américaine Penny Boston, spécialiste des micro-organismes en milieu extrême. Super. Oui, super. Le bouton de réglage est là, parce que quand ça s'arrête, on panique. D'accord. Je vais l'essayer d'abord. Oui, vous ne pouvez pas faire sans, mais pas de panique. Ok, on y va? Il y a des inclusions? De grosses inclusions? Ah oui. On s'y met. J'ai les mains tellement humides que je ne peux rien toucher. Je vais prélever un échantillon sur celui-là. J'enfonce la vrille. Voilà mon échantillon. Tiens. Je te le confie. J'ai des super échantillons. Je suis ravie. On parle de combien d'années là? Quel peut être l'âge d'une inclusion de ce type? L'inclusion a l'âge qu'avait le cristal au moment où elle s'est formée. Ça va donc d'un demi-million d'années à aujourd'hui. Paolo Forti n'a pas oublié ces cristaux témoins, qu'il a laissé mijoter dans son laboratoire expérimental des profondeurs pendant une longue année. La moisson est fructueuse. Des bébés cristaux se sont formés dans la cuve. On s'en va. À partir de cette expérience, Paolo Forti va maintenant pouvoir déterminer précisément la vitesse de croissance des cristaux géants. En un an et demi, on a obtenu un dépôt d'un demi-gramme environ. Ce qui signifie que le plus grand cristal de la grotte a entre 200 et 400 000 ans. Pendant que les scientifiques mesurent, font des prélèvements et émettent des hypothèses, Anne, la dessinatrice, garde trace picturale de ces cristaux magnifiques avant qu'ils ne disparaissent à jamais. La lenteur et la précision de son trait, sa patience et sa concentration sont aussi indispensables à la connaissance et à la préservation des trésors de Naïka que le travail des autres artisans et des scientifiques qui y participent. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au beau milieu de ce gigantesque jeu de Mikado, c'est ce que m'évoquent ces cristaux qui partent dans tous les sens, il y en a plusieurs qui sont tombés et se sont cassés, de gros spécimens. Et en m'approchant de plus près, j'ai pu voir que de nouvelles formations sont apparues sur les surfaces de fractures.
Cela signifie que les cristaux ne sont pas tombés au moment où l'eau a été pompée à l'extérieur de la grotte, mais sont tombés bien avant. J'ai observé que les formations qui s'étaient développées sur les surfaces de fracture avaient à peu près toute la même taille. Je me suis dit que les cristaux étaient peut-être tombés en même temps. Mais qu'est-ce qui a provoqué leur chute? La seule réponse possible est un tremblement de terre. La grotte des cristaux n'est pas seulement une grotte merveilleuse, elle est aussi un sismomètre unique au monde. On a réussi à voir le plus grand des cristaux, et aussi 2 troncs gigantesques qui se sont cassés. Sur un des 2 au moins, il y a des formations secondaires. Quant à l'autre, on n'a pas vu d'inclusion liquide en surface, il faudra faire davantage de recherches. On pourrait donc prélever 2 échantillons pour savoir quand ces cristaux sont tombés. Tous les rapports scientifiques, les données minières, les études de Paolo, de Calafora et de Giovanni indiquent que la grotte se prolonge sûrement. Et même qu'elle se prolonge sur une vaste superficie, encore plus grande que celle qu'on connaît. Actuellement, le seul point d'accès à cette nouvelle partie semble être ce passage étroit. L'objectif est donc de le franchir pour voir ce qu'il cache, de pénétrer en terre inconnue. « 10h25, il faut sortir. 10h25. » Tullio! Tullio! Vérifie ta radio! Acción 1, todos 3. Si ça passe, je te suis. Ne va pas trop loin. Giovanni, tu me reçois? Tullio, com'è?
Giovanni, ici Beppe, à toi. Giovanni, prends-lui la radio. C'est bon, on sort. Pour chercher le passage vers ces territoires inconnus qui les font rêver, Tullio et Giovanni sont allés à la limite des consignes de sécurité. On a franchi plusieurs passages comme celui-là. Moi, je suis passé par-dessus, en m'aplatissant comme une limande. Giovanni, lui, s'est glissé en dessous. À partir de là, on a avancé un peu mieux. Ensuite, il y a une galerie qui descend et à la fin, un passage grand comme ça, où on pourrait marcher sans notre harnachement. C'est difficile, il y a des obstacles partout, il faut faire passer le matériel. Ça doit être faisable si on y va directement, peut-être en laissant une partie de l'équipement de Giovanni, ou alors avec un respirateur plus petit. Les scientifiques sont repartis dans leur laboratoire pour faire parler les fragments de cristal et de pollen, pour déterminer plus précisément l'âge de la grotte. Nous sommes rentrés de l'expédition avec de nombreux échantillons. On cherche à découvrir quels corps se trouvent dans ces inclusions et s'ils sont encore en vie, mais aussi quel est leur rôle dans le processus de cristallisation spectaculaire que l'on observe à Naïka. Pour effectuer la datation, on recherche des traces d'uranium. On peut calculer l'âge des cristaux. Les plus grands ont commencé à se former il y a environ un demi-million d'années. Un demi-million d'années, ce n'est pas tant que ça à l'échelle géologique. Mais s'agissant de cristaux, c'est fabuleux. Demain, tôt ou tard, la mine fermera ses portes. Les eaux souterraines reprendront possession de la grotte et tout le village deviendra fantôme. Nous avons une grande bataille à mener dès aujourd'hui, les scientifiques, mais aussi les personnes chargées de faire connaître ce phénomène géologique exceptionnel. Il faut faire comprendre aux gens que le site de Naïka doit être protégé pour toujours, qu'on autorise ou non un jour sa visite. Il serait absolument inconcevable de tirer profit de ce bien unique au monde. Le problème, c'est que le seul moyen de conserver cette grotte intacte serait de la replonger sous l'eau. Mais alors elle serait perdue pour tout le monde. Il faut donc d'abord constituer une documentation complète la concernant. De cette façon, s'il faut priver un jour l'humanité de la grotte originale, on sera en mesure d'en proposer une reproduction informatique. Et chacun pourra admirer les cristaux sans risquer de les détériorer davantage. Lorsque la grotte retournera à son état aquatique originel, lorsqu'elle baignera à nouveau dans son chaud liquide amniotique, elle renaîtra dans l'obscurité et le silence des profondeurs terrestres et reprendra sa croissance.
mais elle sera perdue à jamais pour nous les hommes. Ces images et toutes ces analyses scientifiques, nous parlerons alors d'une merveille engloutie et la préserverons de l'oubli.